Bonjour à tous, bonjour à tous et à toutes, Bonjour. merci. Bonjour Guillaume, Bonjour Flavie. merci d'être présent avec nous aujourd'hui pour ce nouveau webinaire qui s'annonce être un sujet très complexe mais très intéressant, donc sur les différentes solutions nutraceutiques qui existent contre la parasitose. C'est un webinaire qui est proposé avec le laboratoire NewRoots et nous avons la chance du coup d'avoir Guillaume Landry avec nous. Alors, pour que tout soit clair au niveau pratico-pratique, vous pouvez évidemment échanger dans l'onglet Discussion. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans l'onglet Q&A pour que nous ayons plus facile pour ce moment questions-réponses qui aura lieu du coup à la fin du webinaire. Vous pourrez évidemment retrouver le replay sur Simplicure dès cet après-midi. Donc, je vais vous laisser profiter de ce moment. Et Guillaume, je vous laisse vous présenter. Vous avez un très beau parcours et vous nous ferez certainement un plus beau résumé que ce que je ferai. Donc, merci et je vous passe la parole. Merci Flavie. Bonjour à toutes et à tous. Merci de prendre du temps pour vous joindre à ce webinaire sur le thème donc, des parasitoses. Du moins quelques-unes, hein, évidemment, et sur des solutions aussi nutraceutiques que vous pourrez trouver chez New Herbal pour accompagner donc des personnes qui seraient confrontées à ce type d'infection. Bon, c'est grâce à vous que ces webinaires existent. Alors, à nouveau, merci pour votre présence du fond du cœur. J'en profite aussi pour remercier toute l'équipe de Simplicure qui fait un super boulot pour vous aider dans vos pratiques. Je suis sûr que vous repartirez aujourd'hui avec beaucoup d'informations utiles sur le sujet, qui est un sujet qui a quelque peu laissé dans l'ombre, disons. Et puis, avant de commencer, pour information, toutes les informations de ce webinaire sont uniquement fournis à titre informatif et ne constituent aucunement des conseils médicaux. Donc, je vous invite les participants à obtenir l'avis d'un professionnel de la santé concernant tout diagnostic ou traitement particulier en général. Alors, rapidement, à propos de ma personne, j'ai une vingtaine d'années d'expérience dans le domaine de la naturopathie et dans l'industrie des compléments alimentaires. Voilà, très vite, j'ai été formé en France depuis 2006, à Montréal, aux États-Unis dans le cadre de l'Institut de médecine fonctionnelle. Donc des expériences en clinique, en conseil marketing technique, et puis j'ai été membre de l'Association des naturopathes agréés du Québec pendant des années. Et j'ai eu la chance aussi d'être le rédacteur en chef du média libre d'accès naturopathiccurrents.com, qui est une formidable bibliothèque de plusieurs centaines d'articles naturopathiques, tous rédigés par des naturopathes, des docteurs en naturopathie canadiens. Donc je vous invite à la découvrir. Et puis depuis 2017, je suis consultant et formateur pour New Herbal. Ça a été d'abord au Canada et puis maintenant en Europe. Alors, inspiré par la nature, guidé par la science pour une vie meilleure, ça c'est le credo de l'entreprise. New Roots Herbal, c'est une entreprise encore familiale. Je vais prendre 2-3 minutes sur une ou deux diapos pour vous présenter l'entreprise rapidement avant de commencer sur le sujet. Donc c'est une belle entreprise, une belle réussite entrepreneuriale québécoise. Ça a été fondé dans les années 80, 85 avec ce monsieur qui est Peter Wilkes, qui est un Montréalais d'origine, qui auparavant a créé dans les années 70 la première coop canadienne de magasins bio. C'est lui aussi qui, dans les années 80, a mis sur le marché canadien le premier supplément de probiotiques, qui est d'ailleurs un produit toujours au catalogue, qui s'appelle Acidophilus Ultra. Donc aujourd'hui, New Roots Herbal, c'est une entreprise qui rayonne au niveau international, dans 16 pays, avec un catalogue en France un peu plus restreint évidemment que le canadien, avec une centaine de références. Et vous trouverez la plupart de ces références, enfin du moins une large sélection chez Simplicure. New Roots, c'est des produits, des formules très uniques, très spéciales, bien dosées, efficaces, que vous ne trouverez pas ailleurs. C'est une communauté de milliers de praticiens qui sont fidèles à ces produits depuis des dizaines d'années. Des produits qui sont le fruit d'une expertise scientifique rigoureuse, pluridisciplinaire. Je vais passer un petit peu l'autre diapo. D'ailleurs, en parlant de qualité, dès le début, ça a été l'obsession de Peter pour la qualité. Ça l'a poussé à investir massivement dans un laboratoire d'analyse qui est à la fine pointe de la technologie, qui est aujourd'hui accrédité ISO 17025. Pour ceux qui ne connaissent pas cette accréditation ISO, c'est une accréditation qui fait que non seulement le laboratoire doit appliquer les plus hauts standards de qualité qui soient, mais qui doit aussi établir des nouveaux protocoles d'analyse, des nouvelles méthodologies
de recherche, d'analyse qui sont validés et qui sont utilisés dans les laboratoires similaires à travers le monde. Donc c'est un laboratoire pionnier dans le domaine de l'analyse qualité. On voit ici Chan et Serge, hein, c'est pas de l'intelligence artificielle ici, c'est bien eux, qui sont tous sourires au début des années 2020 parce que le laboratoire avait obtenu le renouvellement de cette certification ISO 17025 avec 0 non-conformité, ce qui a été vraiment un accomplissement majeur en termes de recherche et de qualité industrielle. Donc voilà, des produits avec des matières premières et des produits finis qui sont tous testés pour leur identité, leur pureté, leur puissance. Je vous invite vraiment à passer 5-10 minutes sur les vidéos que vous trouverez sur le site internet de New Roots, sur le laboratoire d'analyse qualité et toutes les machines qui sont utilisées pour garantir la qualité des produits. C'est vraiment passionnant. Donc voilà, c'est le choix de la qualité et de l'efficacité quand on travaille avec New Roots. Je passe mes diapos. Et nous voilà vers au sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Je commence avec quelque chose que j'ai trouvé dans la littérature, en fait, et que je vais vous lire. Qui mange à table d'hôte, invité gourmand, parfois beau causeur et dit parasite. La petite bête qui vit de son hôte par lui, avec lui et en lui, qui change son état courant et le met en risque de mort, est dite parasite. Le parasite prend et ne donne rien, l'hôte donne et ne reçoit rien. Voilà, un trait d'esprit qui, je crois, pose bien notre sujet du jour. De feu Michel Serres, qui était philosophe et historien des sciences, c'est un extrait qui est tiré d'un essai en sociologie des années 80 sur la condition humaine qu'a écrit ce monsieur, un ouvrage qui avait pour titre Parasite. Ouais, c'est pour ça que j'ai choisi cette introduction. Et pour illustrer, vous aurez peut-être reconnu le chaga, qui est un champignon parasite qui se nourrit du bouleau, qui le tue à terme, mais qui, un peu à l'inverse de ce qu'on va voir aujourd'hui, s'avère extraordinairement bénéfique à la santé humaine. En l'occurrence, c'est l'antioxydant, peut-être vous le savez, le plus puissant qui ait pu engendrer Dame Nature. Donc imaginez. Voilà. Donc, quand on commence sur un sujet, déjà, on définit un peu les choses. Donc, c'est quoi un parasite ? C'est un être vivant qui puise les substances qui lui sont nécessaires dans un ou sur un organisme qui est appelé hôte. Il peut pénétrer dans l'organisme ou vivre à sa surface. Et le but ultime d'un parasite, c'est assez simple, c'est même très légitime, un peu comme n'importe qui. Il veut se perpétuer, finalement un peu comme nos propres gènes. Ça, c'est une thèse qui est bien connue en génétique, qui est évoquée par Murakami. Non seulement l'écrivain Murakami, Haruki, vous avez peut-être lu le 1984, et un autre Murakami, un japonais qui s'appelle Kazuo Murakami, qui est lui généticien en fait, qui a vraiment développé cette thèse sur le rôle des gènes dans la perpétuation de l'espèce. Le premier de ces Murakami, il dit que l'humanité n'est autre qu'un véhicule pour la reproduction de nos gènes. Bon, question de point de vue, j'imagine. Alors, moi j'ai grandi à la campagne et j'ai souvenir, comme sans doute certains d'entre vous, de ces petits cachets blancs qu'on nous donnait une ou deux fois par an, en même temps que le chien, pour tuer les petits vers, qui disaient. Et avant ma génération, on déparasitait les enfants régulièrement avec du violet de gentiane. Ça les faisait faire pipi tout bleu d'ailleurs, apparemment, de ce que j'en ai lu, ça faisait bien rire. On utilisait aussi de la mousse de Corse, de la coralline, qui faisait partie des armoires à pharmacie d'antan. Et bien, on est d'accord que ces saines habitudes, elles ont pas mal disparu et c'est pas forcément pour le mieux. Récemment, je regardais la vidéo d'un docteur Willem, qui, pour rappel, c'est lui qui a créé le SAMU dans les années 60. C'est lui qui a lancé aussi le courant de l'ethnomédecine, qui promeut une médecine du bon sens, donc le mariage entre la médecine conventionnelle et la médecine traditionnelle et naturelle. Dr Willem, lui, il invite à faire une cure de déparasitage 1 ou 2 fois par an, selon les signes un petit peu que le corps peut émettre. Donc voilà, donc des habitudes qu'il faut repenser. Et pourquoi on n'y pense pas ? On pense que 80-85% des infections sont asymptomatiques, ce qui aide évidemment pas à ce que, en général, la population et les praticiens gardent cette conscience de l'omniprésence des parasites. Donc la prise en charge des parasitoses, elle est aujourd'hui sans doute pas à la hauteur des besoins réels. Les parasites, c'est certainement pas l'apanage des pays tropicaux ou en développement seulement. Aujourd'hui,
il y a bien des éléments comme la mondialisation des transports, les migrations, la hausse des nombres de personnes immunodéprimées, les résistances aux médicaments, la pollution, l'exposition aux toxines. Tout ça, c'est des choses qui contribuent et qui compliquent fortement les cas d'infection, même dans les pays occidentaux. Et on y voit d'ailleurs dans ces pays des fortes incidences de parasitose. Par exemple, entre 2004 et 2010, les infections à protozoaires aquatiques auraient augmenté, c'est des chiffres que vous aurez dans les références, de 50% en Australie, de 30% en Amérique du Nord et de 15% en Europe. J'ai eu beaucoup de mal à trouver des chiffres récents, mais voilà, ça donne un petit peu une idée un petit peu des tendances de fond par rapport à la mondialisation, hein, mondialisation de la santé aussi. Donc la présence de ces bibites, un petit peu, hein, comme on dit au Québec, c'est bel et bien une réalité, même dans nos contrées septentrionales. Sachez qu'il y en a beaucoup, il existe près de 3000 parasites connus. Aujourd'hui, on va évidemment discuter que de quelques-uns, les parasites internes. On va laisser de côté les bactéries, les virus, les champignons, et puis aussi ce qu'on appelle les ectoparasites, les poux, les puces, les punaises, les acariens, les tiques, etc. Voilà. Je change de diapo. Alors, ils sont classés en deux grandes familles, les protozoaires unicellulaires qui se reproduisent rapidement dans les intestins. Les infections à protozoaires les plus courantes, c'est la gardiose, pardon. Elles sont dues à la Gardia, le Cryptosporidium et les antémoebioses, pardon, qui sont dues aux antémoebas. Ça, ce sont des protozoaires qui sont capables de migrer dans les organes. C'est assez flippant quand même, hein, et puis dans nos tissus aussi. Par exemple, dans le foie, avec des abcès amibiens ou des kystes hydatiques, dans les articulations aussi, dans les muscles avec la trichinellose, pardon. Dans la lymphe avec la filariose, ça se balade aussi sous la peau, où on peut trouver des ankylostomes, ça va dans le cerveau avec l'anguillulose, dans les poumons avec la paragonimose, etc. Donc vous voyez, ça se balade, c'est pas juste dans les intestins, et d'ailleurs ils peuvent séjourner dans ces tissus des jours, des mois, des années même, et causer des symptômes aussi divers et variés qu'un trouble nerveux, une dermatose, une arthrite, etc. L'autre famille sont les métazoaires. Alors eux, ils sont de plus grande taille, ce sont les helminthes, les vers, et eux, pour la plupart, ils ne se répliquent pas dans l'hôte. Ils résident essentiellement dans le tractus gastro-intestinal, parce que c'est la voie royale de contamination, hein, par les larves et puis par les embryons, comme les oxyures, les ténias, les ascaris. Et la plupart du temps, c'est des contaminations qui arrivent par manque d'hygiène ou par contact des eaux souillées, par exemple. On a environ 30% des parasites qui vivent dans nos intestins, et pour peu qu'ils restent sous contrôle dans cette microflore de l'intestin, disons que le corps va s'en accommoder, tant bien que mal, hein, parce qu'il y a tous ces vers, ces cestodes, ces ankylostomes, et puis tous ces protozoaires aussi, qui peuvent perturber l'équilibre de la microflore, ça c'est évident. Le corps va éliminer ce qu'il peut, toujours dans l'esprit de maintenir son homéostasie, ça c'est un grand principe, hein, de médecine. Aussi parce qu'il a une tolérance immunitaire, donc il va tolérer ces corps étrangers. Mais les ennuis en fait surviennent quand les capacités de résistance immunitaire vont décrocher face à une infection ou face à une prolifération de parasites qui serait trop agressive. Les parasitoses contribuent aussi à l'hyperméabilité de la muqueuse, qui, comme vous le savez, laisse le champ libre à bien des problèmes, aux réactions immunitaires, à l'inflammation chronique, mais aussi aux maladies auto-immunes. Donc la question, avec ce tableau un peu général, c'est pas de savoir si les parasites sont les bienvenus ou si ils peuvent créer des maladies. Ils en créent, et d'une certaine manière, ils sont aussi les bienvenus, on verra plus tard. Mais c'est pas de savoir s'ils entravent la santé, donc c'est à quel point. D'accord ? Alors, je partage ici une synthèse qui est évidemment non exhaustive sur les principaux parasites, les symptômes associés, les types de transmission et les personnes les plus à risque. Je vous l'ai laissé comme ça, c'est ma consoeur anglaise Helen, qui travaille aussi pour New Roots Herbal, qui l'a établi, et je le trouve bien fait. Alors c'est en anglais, mais
on est d'accord, c'est pas du Shakespeare, donc je suis sûr que vous serez en mesure de les comprendre. Donc voilà, pour vos futures références, donc ici un tableau de synthèse sur les principaux vers. Et puis ici, les bestioles plus microscopiques, donc les principaux protozoaires, d'accord, avec le Blastocystis hominis notamment, Antemweba, dit Antemweba fragilis, ça c'est des noms hein, un petit peu qu'on entend, qu'on voit assez souvent dans la littérature, Cryptosporidium aussi. Donc voilà, je vous ai mis un petit peu ces tableaux de synthèse, je ne vais pas rester trop longtemps dessus, mais c'est pour vos futures références. Alors, mes changements de diapo sont un peu fastidieux parce que voilà, le système est ce qu'il est. Voilà. Alors, 3 des infections les plus fréquentes en France sont les suivantes. Ce sont les oxyurioses, qui sont dues au petit ver blanc, vous connaissez sans doute, l'ascaridiose, qui est due au long ver blanc cette fois, et la gardiase, qui est causée par des protozoaires. Alors, ça reste des parasitoses qui restent bénignes. Il faut rester la tête froide. C'est bénin dans la majorité des cas, mais ça nécessite évidemment des soins. Les autres parasitoses, dont celles qu'on a évoquées, comme par exemple l'échinococose, la trichinellose, l'anguillulose, toutes celles-ci là, ça présente des caractéristiques épidémiologiques beaucoup plus restreintes, encore plus. En revanche, la pathogénicité de ces infections et leur toxicité, elles sont beaucoup plus sérieuses. Donc en France, leur prévalence est limitée, hein, contrairement à d'autres régions du monde en développement. Je vous ai indiqué dans les références une étude observationnelle qui montre que près de 70% des personnes d'un quartier représentatif de Katmandou, donc au Népal, sont atteintes de parasitose intestinale. Vous voyez, donc il y a vraiment des régions du monde où c'est une évidence que tout le monde est atteint, ou quasiment. Aussi en référence, une étude turque qui a comparé deux groupes, je vais un peu plus dans le détail, un groupe avec des symptômes gastro-intestinaux, un autre groupe témoin sans problème. Le premier présentait 13% de parasitose, donc troubles intestinaux, parasitose présente dans 13%, c'est pas insignifiant comme chiffre. Et dans le second cas, et c'est là où je trouve le chiffre intéressant, il était de 7%. Donc pour des asymptomatiques, voilà, des porteurs asymptomatiques, on avait quand même 7% des gens hein, qui étaient porteurs de parasites et qui avaient une certaine forme de parasitose. Donc voilà. Et puis aussi en référence, alors je ne l'ai pas mis dans les références, mais je vous l'indique parce que c'est un classique. Hein, si vous cherchez un vendredi soir une alternative au film d'horreur, vous bouquinez le PILY, P-I-2-L-Y, hein, c'est la Bible des maladies infectieuses et tropicales, et c'est pas piquer des vers. Voilà. Je vais changer de diapo. Ça, c'est la liste des facteurs de risque et aggravants des parasitoses, qui est assez longue, qui n'est pas exhaustive ici. C'est une synthèse. On y retrouve des éléments, comme vous voyez, qui sont relatifs à l'environnement de la personne, donc les environnements pollués qui contribuent clairement aux parasitoses. On sait par exemple qu'il existe des liens très ténus entre les métaux lourds, les toxémies aux métaux lourds et les parasites. On sait aussi que les parasites captent certains métaux lourds, donc préviennent l'effet néfaste de ces métaux lourds dans les organismes, ce qui est intéressant. Donc c'est un peu des sentinelles de la toxémie aux métaux lourds. Donc quand on tue des parasites, on va le voir, il faut faire très attention à la libération de leurs toxines et des métaux lourds. Des éléments qui sont relatifs aux activités des personnes. Est-ce qu'on a affaire à un fermier est-ce qu'on a affaire à, je sais pas, un aventurier qui est tout le temps dans la nature, un immigrant qui serait venu de régions exposées, d'Afrique centrale ou d'Asie? Est-ce que c'est un vétérinaire? Est-ce que c'est un amoureux du camping? Est-ce que c'est un professionnel de la petite enfance ou du domaine hospitalier? Vous voyez, tous des environnements qui sont propices aux infections, notamment parasitaires, ça, ce sont des risques, des facteurs de risque. Des éléments relatifs aux habitudes de vie. Est-ce que l'hygiène de votre client est raisonnable? Les parasites aussi s'immiscent dans notre sexualité. Hein. Par exemple, la trichomonase vaginalis, c'est une IST qui est parasitaire, qui est vraiment répandue. La prévalence des parasitoses, elle est aussi beaucoup plus forte chez les consommateurs de stupéfiants, par exemple. Ça a été montré dans certaines études. Elle est aussi beaucoup plus importante chez les personnes affectées de troubles mentaux, en fait, qui généralement sont moins capables de gérer certains facteurs de risque infectieux.
il y a des éléments aussi dans ces facteurs de risque qui sont relatifs au mode alimentaire, évidemment. C'est un classique aussi, le crudivorisme, les viandes qui sont mal cuites, les sushis, les tartares, toutes ces choses un petit peu à la mode. Et puis, tout ce qui peut aussi en fait contribuer à la dysbiose, qui fait le nid des infestations, notamment parasitaires. Les antibiotiques, par exemple, qui ne sont pas trop accompagnés, donc qui sont sans adjuvant naturel, autrement dit probiotiques, à côté. Le stress aussi, hein, dont il ne faut pas sous-estimer les effets dominos. Voilà, des éléments qui vous permettent un peu de jauger l'exposition potentielle d'une personne aux parasites. Et ces parasites, quand ils prennent le dessus, eh bien, voici un peu le tableau des possibles en termes de symptomatologie. Les symptômes les plus communs recherchés par les médecins sont principalement ceux qu'on voit en haut ici, donc de 3 types, des troubles gastro-intestinaux, donc quand on a des diarrhées, des douleurs abdominales, des ballonnements, des flatulences, constipation, nausées, vomissements, etc. Tous les syndromes, les sacro-saints syndromes, et puis toutes ces bizarreries dites idiopathiques, d'accord. Voilà, ça c'est des signes aussi dans les troubles gastro-intestinaux qui peuvent faire partie des tableaux de possibles parasitoses. L'autre, c'est les troubles respiratoires, les affections respiratoires, l'asthme, la toux, notamment quand c'est une toux sèche qui dure des semaines, des mois, qui empire la nuit, ça, ce sont des signes. Les problèmes dermatologiques, eczéma, éruption, quand on se gratte le prurite, les enfants, évidemment, qui se grattent l'arrêt des fesses, et puis aussi autour du nez, là, ça c'est des signes assez caractéristiques. Voilà, donc des symptômes très variés qui incluent aussi les allergies, les allergies, c'est aussi en lien avec les problèmes respiratoires et dermato, mais aussi l'insomnie, la fatigue chronique, l'inflammation, la douleur aussi, les articulations et les muscles douloureux. Le syndrome de l'épaule gelée peut s'expliquer parfois par des kystes parasitaires. Les problèmes métaboliques, une immunité qui peut être en berne par exemple, des signes nerveux, les tics, le bruxisme, tout ça. Voilà, tous des symptômes qui peuvent éclairer la piste de la parasitose. Eh bien, ces symptômes-là, ainsi que les facteurs de risque, ils se retrouvent dans des documents de ce type-là que j'ai pu trouver, alors il y en existe plein, je vous en mets ici un exemple, qui sont des questionnaires un petit peu qui permettent d'estimer les potentielles proliférations parasitaires chez quelqu'un, que vous pouvez très bien utiliser en consultation pendant un bilan de santé en cas de doute. Avec ici, vous voyez toute une liste de critères de santé qui, lorsqu'on les additionne, peuvent donner une idée d'une piste d'une infection parasitaire. Voilà, je l'ai mis en référence. Je change ma diapo. Alors, une fois que vous avez fait ça, vous avez un peu un gros doute, on va dire, après votre bilan de santé, vous suspectez une parasitose, bon, c'est quand même le temps de référer votre client à son médecin pour un diagnostic et puis une prise en charge médicale en bonne et due forme. Je vais détailler un peu ce chemin parce que c'est intéressant quand même de connaître un petit peu comment ça se passe. Pour le médecin, on en a vu quelques-unes précédemment, mais les situations cliniques qui vont vraiment justifier une recherche de parasites intestinaux, c'est surtout les diarrhées, les syndromes diarrhéiques qui sont le plus souvent causés par les protozoaires. Ça va être des troubles digestifs vagues, aspécifiques, qui eux proviennent plus de prolifération d'helminthes intestinaux. Puis ça va être aussi dans un bilan sanguin une éosinophilie, donc élevée. Voilà, des globules qui sont élevés. Et dans ce cas-là, donc si il y a un certain nombre de signes qui sont identifiés par votre médecin, il va vous prescrire un examen coprologique, voire des analyses d'urine, de sang, même de sécrétion vaginale parfois. Alors, il faut savoir qu'une seule coproculture, c'est pas toujours révélateur de la présence de parasites. Pourquoi? Parce que les périodes de ponte des œufs, où les adultes où on observe les adultes d'ailleurs, peuvent ne pas coïncider avec le moment où est fait le test. Donc voilà, c'est quand c'est
un seul test qui est proposé, c'est souvent en cas de doute pour conforter un diagnostic ou pour écarter un doute d'infection parasitaire. Quand quand le doute est plus sérieux, disons, à ce moment-là, directement, la coproculture elle va être réalisée en 3 temps, pour couvrir le cycle de vie du parasite et puis pour optimiser les chances d'identification de ces parasites dans les coprocultures. Excusez-moi. Et voilà, donc avec ces résultats de tests en microscopie et puis en microbiologie, s'il y a des perturbations d'ordre biologique, d'ordre hématologique, d'ordre immunologique, hein, surtout avec les anticorps qui peuvent être identifiés, à ce moment-là, il prescrira un traitement antiparasitaire. Il y en a vraiment beaucoup. J'ai pas pris le temps d'en faire des listes ou quoi. C'est ni même d'ailleurs quelque chose que je connais, où je suis compétent. Mais voilà, il prescrira un traitement antiparasitaire qui est à sa disposition. Il y a aussi des laboratoires privés qui offrent des tests très complets pour identifier les infections parasitaires. Ça inclut évidemment la microscopie. Et aussi, surtout aujourd'hui, ça inclut ce qu'on appelle des tests PCR qui vont être beaucoup plus précis avec l'identification génétique des espèces de parasites. Voilà, et là, du coup, ils pourront être beaucoup plus précis dans leur diagnostic, soit travailler avec votre médecin, soit en complément. Et voici donc un exemple de questionnaire d'un de ces laboratoires, qui est un peu différent de celui que je vous ai montré précédemment, mais qui montre un petit peu combien la diversité des signes peut être grande dans l'évaluation d'une parasitose. Donc c'est quand même des tableaux très complexes, des situations qui demandent beaucoup de connaissances. Il faut être vraiment un fin clinicien pour bien aborder ces situations-là. Nous, en tant que naturopathe, on reste dans une approche globale, générale, et surtout pas dans des choses trop spécifiques. Voilà, on garde notre place dans la médecine intégrative, et ça marche très bien comme ça aussi. Je vais faire un petit encas sur les oxyurioses. Si vous suspectez qu'un enfant ait des oxyures, alors pas besoin de dépenser des fortunes avec ce genre de test. Donc les parents qui m'écoutent, ils connaissent sans doute le Scotch test, qui fournit des observations assez évidentes quand les petits sont investés. Donc vous appliquez quelques instants une bande de scotch sur les plis de l'anus de votre enfant au réveil, et vous pouvez y observer les œufs d'oxyure. Donc là, c'est assez évident, c'est simple, c'est facile à faire. Et puis, si c'est une infection un peu gratinée, les adultes, ils traînent aussi ici et là, dans les draps, les trucs. Donc là, toute la famille doit passer au traitement. Je change ma diapo. Bon, maintenant, vous prenez tout ce que je viens de vous dire et puis vous le mettez sur le back burner, comme on dit en anglais, donc de côté, et avec des grosses parenthèses, parce que je vais vous parler rapidement de la thèse hygiéniste. En réalité, les choses sont un peu plus complexes que parasite égale maladie, traitement égale santé. C'est beaucoup plus complexe que ça. L'homéostasie, elle dépend de bien des interactions dans lesquelles les parasites trouvent aussi leur place. Rappelez-vous, au début du webinaire, je vous disais, c'est quand les populations de parasites dépassent les limites supportables par l'immunité que les soucis commencent. Mais en deçà de ces limites, la présence de certains de ces parasites, elle s'avère en fait parfois un atout pour notre santé. Alors ça renvoie au concept de tolérance immunitaire dont on parlait tout à l'heure. Ça illustre bien aussi les revers de cette obsession de la société à vouloir tout aseptiser. Donc voilà, beaucoup de chercheurs estiment aujourd'hui que la disparition des parasites intestinaux chez l'homme dans les pays développés, je cite, a contribué significativement à la recrudescence de maladies comme la maladie cœliaque, la maladie de Crohn, la colite ulcéreuse, même l'asthme et le rhume des foins. Donc voilà, toutes des maladies en fait qui font écho aux problèmes de dysbiose, d'hyperméabilité intestinale, d'auto-immunité et d'autres troubles chroniques. Alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, la survie d'un parasite, ça dépend de sa capacité à interférer avec la réponse immunitaire de l'hôte, avec des mécanismes
qui sont un peu similaires à ceux que le corps utilise pour se réguler lui-même contre les processus auto-immuns. Et donc ces chercheurs-là, ils estiment que quand les parasites ne sont plus là, sont exclus du microbiome, donc de l'environnement notamment intestinal, eh bien certains individus beaucoup plus sensibles peuvent devenir suffisamment autoréactifs pour déclencher une maladie auto-immune. Alors ce ne sont pas juste des idées que je vous présente là, ça a été testé cliniquement. En l'occurrence, il y a des chercheurs américains qui ont traité avec très grand succès des patients atteints de maladie de Crohn, de la colite ulcéreuse, avec l'aide d'un parasite qui s'appelle le trichocéphale du porc. Ici, on voit pour la maladie de Crohn, la maladie cœliaque, qui ont aussi été soignées avec succès grâce à des parasites, à des ankylostomes, précisément le Necator americanus, qu'on peut voir adulte et actif dans un intestin grêle sur les deux images supérieures qu'on a sur cette diapo, et qu'on voit immature et non actif dans les deux images en dessous, dans un intestin qui, lui, à l'inverse, est ulcéré. D'accord ? Vous voyez, donc très étonnante, l'étonnant intérêt des parasites dans l'homéostasie et dans la santé. Vous avez toutes les références en biblio que vous aurez à la fin, d'accord ? Et pour celles et ceux qui aiment ce genre de schéma, voilà une illustration du même cas que la photo précédente, avec, on voit, une modification de la réponse immunitaire à l'avantage de l'hôte grâce à l'inoculation du parasite Necator americanus, avec le soutien de facteurs de tolérance immunitaire, les TREG cells au milieu à droite là, avec la régulation de médiateurs immunitaires, donc les interleukines, les interférons, notamment moins d'interleukines 17 qui sont pro-inflammatoires, et plus d'interleukines 5 et 10 qui sont anti-inflammatoires et qui sont aussi régulateurs de l'auto-immunité. Voilà. Donc dans la même veine, je vous ai aussi indiqué dans les références une étude qui explore le rôle des vers, des helminthes dans l'amélioration du diabète de type 2 et du syndrome métabolique. Donc, vous voyez, on est dans des choses vraiment dans la recherche avancée et qui dépassent la simple caricature du parasite égale maladie, quoi. Et là, c'est tout l'inverse. Donc, vous l'aurez compris, sauf en cas particulier, parce que la parasitologie est quand même très vaste, eh ben, on est plus dans le vrai en considérant que notre relation au parasite, comme, disons, un système de solidarité un peu sociale qui serait fondé sur une certaine entraide réciproque. Et là, on est plus dans le vrai. Vous voyez, on découvre ici toute une autre dimension du parasite. Alors, l'exemple ultime, je voulais faire un clin d'œil parce que ça met en perspective quand même. L'exemple ultime, c'est la théorie qu'on appelle la théorie endosymbiotique de la mitochondrie. Cette mitochondrie qui, en fait, jadis, était une sorte de bactérie parasite pour la cellule eucaryote et qui est devenue, au fil des âges, tout simplement une clé de voûte de la vie cellulaire. On est d'accord, hein ? Voilà. Bon, on va quand même rester lucide. Quand un parasite infeste et se prolifère, il y a des équilibres qui se brisent, ça devient pathogène et là, il faut faire quelque chose. On a des solutions avec la médecine dans les cas graves et avec la naturopathie et la nutraceutique pour la prévention et pour le suivi de situations, disons, qui seraient moins critiques. Alors, je ne vais pas trop m'attarder sur cette diapo. Vous aurez deviné que tous les conseils d'hygiène vitale s'appliquent évidemment aux propos du jour. La prophylaxie des parasitoses, elle va reposer sur des mesures d'hygiène élémentaires. Sur la protection contre les vecteurs, donc une hygiène raisonnée. Je dis bien raisonnée parce qu'il ne faut pas non plus tout aseptiser. Il faut une exposition aux vecteurs de l'environnement qui soit le plus maîtrisée possible. Notamment vis-à-vis de l'eau. Au-delà de ça, il faut une hydratation optimale. Bon, ça, ce sont des conseils généraux. Tout ce qui a trait à l'hydrothérapie aussi, pour stimuler les émonctoires, est tout à fait intéressant en cas de parasitose. Vous pouvez inclure aussi là-dedans des outils comme les lavements. Il n'y a aucun souci à ça. Même s'il faut aller un peu ailleurs, je crois aujourd'hui, dans des contrées qui sont plus tolérantes pour ces choses-là. L'activité physique, le bien-être social, spirituel, la gestion du stress, le bon sommeil, bon bref, tous les outils naturopathiques qui contribuent à la détox naturelle sont les bienvenus.
dans ces situations de parasitose pour accompagner aussi un programme de déparasitation, évidemment. Pour ce qui est des outils de l'alimentation, voilà, j'ai fait une diapo quand même, il fallait le faire. Synthétique, n'oubliez pas les fibres, évidemment. Les bons gras aussi, des études intéressantes qui montrent que des alimentations riches en bons gras prévenaient l'infection parasitaire. Les grands classiques de l'alimentation, c'est les graines de courge, l'ail, la carotte, la papaye, la pomme grenade et la coco, pour focuser que sur les principaux. Certaines épices aussi plus spécifiques aux parasites, gingembre, curcuma, origan, girofle, cayenne, cannelle, cumin noir. En phyto, il faut chercher les principes amers en fait. Un exemple, les lactones sesquiterpéniques, principalement des astéracées. Elles sont toutes les bienvenues, les astéracées, en cas de problème de parasitose. Exemple, dans la phyto, autre, pensez à l'armoise, donc l'artémisinine, pardon. Pensez à l'ambroisie aussi, avec l'ambrosine, donc son principe actif. Et puis d'autres plantes qu'on pourra utiliser en tisane ou en teinture, camomille, nîmes, absinthe, thym, romarin. Voilà, ça c'est les plantes qui aident beaucoup. Et puis ce qui ressort des ouvrages de nos maîtres en aroma, girofle, cannelle, thym. Alors thym, ça peut être linalol ou thymol. Le thymol, faites toujours bien attention, quand même. Et sarriette des montagnes et kénopode. Donc j'ai tiré ça des grands classiques de l'aromathérapie, des bibles, pas de la Bible de l'aromathérapie, mais d'autres ouvrages d'aromathérapie scientifique. Et j'en viens un peu à l'autre chapitre du jour, le chapitre nutraceutique, qui concerne les produits New Roots Herbal, des formules nutraceutiques que vous pourrez utiliser pour ces situations-là, en accompagnement de traitements antiparasitaires ou en complément, d'accord, ou en prévention, en fait, selon les signes un petit peu de votre consultant. Je vous ai mis ici le protocole proposé par New Roots Herbal, qui est un protocole en 3 étapes qui dure 2 mois. Une première étape de détoxication, une deuxième étape de déparasitage et une troisième étape de régénération, notamment de la muqueuse, de la muqueuse intestinale. Globalement, cette approche-là, elle a pour objectif évidemment d'éliminer les parasites, leurs œufs, leurs larves. Elle a pour objectif de régénérer la muqueuse, de permettre d'équilibrer et de renforcer la microflore aussi intestinale, de renforcer aussi le système immunitaire et de soulager l'ensemble des symptômes, évidemment, qui sont reliés aux parasites et à leurs toxines. Je parle beaucoup des parasites, mais en fait, pour beaucoup et pour certains, le problème, c'est pas tant l'organisme en tant que tel, mais c'est plus les toxines qui libèrent. D'accord ? Voilà, ça c'est bon à avoir en tête aussi. La première étape, la phase 1 de d'épuration, voilà, est composée de 3 différents produits, soit le Psyllium Plus, soit l'Ultra Purifiant que je vais vous présenter dans les diapos suivantes, qui sont des formules à base de fibres, de psyllium et de plantes détoxifiantes qui stimulent les émonctoires, qui stimulent la détoxication, d'un produit de soutien hépatique, parce que dans la phase suivante de déparasitage, il s'agira d'avoir un foie qui soit capable d'assumer non seulement les toxines qui sont libérées par les parasites qui sont tués, mais aussi les métaux lourds, par exemple. Donc, il faut vraiment un foie qui soit très fonctionnel, qui ait des voies métaboliques de détox qui soient libres, qui fonctionnent bien. Et donc, pour préparer ce foie à la phase de détox, on l'utilise dans la phase 1 avec ce complexe protection du foie que je présenterai aussi, ainsi qu'un probiotique, évidemment. C'est devenu les probiotiques un des piliers de la nutraceutique, avec raison, parce qu'ils sont extraordinaires. Et ce produit-là, c'est un symbiotique,
Proboulardi que je vais vous présenter aussi dans les diapos suivantes. Alors, ultra purifiant, c'est un complexe qui soutient les fonctions de détox des reins, du sang, de la lymphe, et qui stimule aussi les organes d'élimination, les émonctoires. C'est un mélange assez unique, comme vous le voyez, de 14 nutraceutiques qui sont sélectionnés pour différentes propriétés, des propriétés qui sont drainantes, détoxifiantes, avec ici on le voit le psyllium, l'oseille crépue, la bentonite, qui est un très bon capteur de toxines, le plantain, le chardon béni, le trèfle rouge et la soie de maïs, pour la soie de maïs notamment pour les reins. Des propriétés aussi antimicrobiennes, avec, vous l'aurez identifié, le noyer, qui soit noir, qui soit cendré, avec l'acide caprylique, avec l'ail, l'extrait de pépins de pamplemousse et la girofle. Et puis, l'échinacée est là vraiment pour soutenir la capacité du corps à réagir de manière suffisante et correcte en termes d'immunité. L'autre produit à prendre, soit on prend Psyllium Plus, soit on peut prendre Ultra Purifiant. C'est un choix, en fait, ça dépend de la personne qui sera en face de vous. Si la personne a des problèmes gastro-intestinaux beaucoup plus marqués, à ce moment-là, on utilisera Psyllium Plus. Pourquoi? Parce qu'il est beaucoup plus riche en fibres. C'est grâce à ces fibres de psyllium qui va permettre une excrétion rapide des déchets toxiques, restimuler la motilité de l'intestin et préparer de fait le microbiome à la phase de déparasitage. Donc voilà, une très grosse concentration en psyllium qui est, je vous rappelle, le psyllium c'est très riche non seulement en fibres mais aussi en mucilage, quasiment entre 10 et 30% de mucilage selon les psylliums. Donc ça fait une masse un peu gélatineuse qui va hydrater les selles, qui va stimuler la motilité et donc qui va permettre à l'intestin de mieux fonctionner et de tout simplement se détoxifier, d'éliminer les résidus de toxines qui pourraient être présentes initialement. La réglisse, elle est là pour ses aspects aussi antimicrobiens et l'hibiscus a des très intéressantes propriétés anti-inflammatoires. Protection du foie, c'est un complexe qui est assez exclusif. Pourquoi est-ce qu'il est intéressant? Parce qu'il combine non seulement la classique pour le foie, le chardon-marie avec sa silimarine qui permet de régénérer les cellules hépatiques. Il n'y a pas grand-chose dans la phyto qui permet vraiment de stimuler la régénération cellulaire du foie. Il y a évidemment le chardon-marie, et puis il y a une autre plante africaine que vous connaissez, sans doute, et qui stimule. Alors, ce complexe va aussi apporter des plantes qui stimulent les fonctions de détox et digestives. L'artichaut, le pissenlit, le radis noir, ça c'est les classiques. Vous avez aussi les curcuminoïdes. Pourquoi ils sont là, les curcuminoïdes? Parce qu'ils ont un fort tropisme hépatique, parce qu'ils sont anti-inflammatoires. On les connaît très bien pour l'inflammation, par exemple, des articulations. On en parle beaucoup dans la santé ostéo-articulaire. Mais les curcuminoïdes sont très fortement actifs au niveau du foie aussi. Donc c'est pour ça qu'ils sont dans cette formule. La betterave et l'acide alpha-lipoïque permettent aussi une réduction du stress oxydatif sur l'organe. Et le Proboulardi, que j'aime beaucoup, c'est vraiment un super produit dans n'importe quel protocole de détox et de désinfection en général, en fait, que ce soit virus, champignons, parasites, bactéries. Le Proboulardi est génial. C'est un symbiotique, donc capsule entérique. Chaque capsule va contenir 21 milliards de bactéries, dont 12 souches d'origine laitière, animale et végétale. Ça inclut évidemment les lactobacilles puis les bifidos. Et puis, il y a 10 milliards d'unités formant-colonies de Saccharomyces boulardii, qui est un champignon, en fait, bénéfique, qui va lutter contre les organismes pathogènes, notamment les parasites. Et le candida aussi, on en parle beaucoup dans les protocoles contre le candida.
Donc voilà, ici on a les résultats d'une étude qui est randomisée en simple aveugle, qui portait sur des enfants qui présentaient des symptômes gastro-intestinaux, donc douleurs, diarrhée, nausées, flatulences, dont on avait trouvé la présence d'un parasite qui est Blastocystis hominis dans les selles. Alors, vous voyez, les résultats sont assez clairs. On a quand même un intérêt assez évident à utiliser la nutraceutique dans cette situation-là. Preuve en est. Chez New Roots, petite parenthèse, vous trouverez une formidable gamme de probiotiques, 10 formules probiotiques très complètes, très différentes selon les conditions de santé que vous aurez à travailler. Et celle-ci, donc le Proboulardi Plus, c'est vraiment spécifique aux problèmes d'infection. Alors, j'ai remis le tableau ici. Je ne parle pas de posologie, mais vous les trouverez, parce que ça alourdirait un petit peu le discours, mais vous les trouverez un petit peu dans ce protocole détaillé. Pour chacune des phases et pour chacun des produits, vous trouverez la posologie nécessaire dans ces récapitulatifs. La deuxième phase, ça va être la phase d'élimination, donc de déparasitage à proprement parler, avec ces 3 produits, parasites, origan, et on garde le Proboulardi évidemment tout au long de la deuxième phase aussi. Le produit parasite, je vais vous le présenter. Un très très beau complexe de phytothérapie avec les grands classiques de la phytothérapie pour ce qui touche aux infections parasitaires. C'est une action vraiment globale qui va permettre non seulement de détruire les parasites par action directe, ça va renforcer les défenses immunitaires et la capacité de détox du corps, avec notamment par exemple la sauge, le mahonia, le gingembre, et puis ça va aider, ça va stimuler les processus d'expulsion des parasites morts et d'élimination de leurs toxines, notamment par exemple avec la cassia, la graine de citrouille. Excusez-moi. Donc parasite, qui est une formule que vous trouverez évidemment chez Simplicure. Et j'aimerais vous parler aussi d'un autre produit qui est l'huile d'origan. Pourquoi l'huile d'origan? Parce que les bactéries, les levures et les parasites peuvent se cacher dans une matrice qu'on appelle un biofilm, qui est une matrice de polysaccharides, qui est très protecteur, très difficile à casser, et qui va permettre aux parasites, et puis non seulement aux parasites, mais aussi aux bactéries par exemple, de résister aux médicaments et aux nutraceutiques en général. C'est ces fameux biofilms qui expliquent en partie la résistance accrue aux antibiotiques notamment. Alors de cet endroit-là, ils partagent toutes ces bibites, elles partagent des nutriments, de l'ADN, ça s'empare de minéraux comme le calcium, le magnésium, le fer. Je ne l'ai pas mentionné, mais l'anémie est un signe assez clair aussi de parasitose parfois, de parasitose latente. Ça va être un endroit aussi où ils vont pouvoir muter. Donc ces colonies, elles présentent une tolérance très forte aux antibiotiques, aux antimicrobiens. Et plus l'infection est chronique, plus elle dure, plus il est difficile d'éliminer leur biofilm. Comment on peut suspecter la présence de biofilm? Alors d'abord, quand il n'y a pas ou peu d'infections pathogènes ou de prolifération qui soient identifiées pendant une analyse complète de selles, malgré les symptômes gastro-intestinaux qui sont présents. Ça peut être suspecté aussi quand il y a une nouvelle infection qui apparaît dans des nouveaux tests, même après un traitement antimicrobien. Et ça peut être suspecté quand les traitements antérieurs, sans perturbateur naturel des biofilms, ont échoué. D'accord? Donc quand les choses, quand on rame, on peut suspecter la présence, quand on rame en termes de thérapeutique, on peut suspecter la présence d'un biofilm, et on a des perturbateurs de biofilm évidemment qui existent dans la pharmacie du bon Dieu. C'est comme par exemple l'origan sauvage.
C'est l'allié parfait, lui, pour détruire ces biofilms et permettre aux actifs antiparasitaires d'agir sur les pathogènes. Origan sauvage, ce produit-là ici, là on voit Peter qui est sur place en Turquie, dans les montagnes turques, pour visiter les producteurs. Et puis en fait c'est une cueillette à la main en zone protégée. Donc le produit c'est Origan sauvage, c'est une huile d'origan qui est élaborée avec une huile essentielle d'une espèce d'origan qui est très rare, qui s'appelle Origanum minutiflorum, qui possède la plus haute concentration naturelle en carvacrol par rapport aux huiles volatiles totales. Une valeur qui est validée à 93,14%. Voilà, donc c'est récolté dans les montagnes de Turquie à plus de 1500 mètres d'altitude. Donc un très beau produit, très concentré, et très efficace justement dans ces protocoles pour perturber le biofilm et accéder aux pathogènes. Et on arrive à cette phase 3 de renforcement immunitaire et de régénération intestinale avec 3 produits. GI Permea Forte, que je présenterai juste après, et 2 autres produits de soutien, un autre probiotique, Human Biota, et une Multinutrimax. Multinutrimax, je ne vous ai pas mis de diapo parce que elle est tellement complète que c'est un petit peu fastidieux à présenter. Mais je vous invite à aller la découvrir. C'est une multi géniale avec tout ce qu'il faut dedans. Zinc, vitamine D, polyphénol pour soutenir l'intégrité de la muqueuse intestinale, l'immunité, prévenir les carences aussi qui sont dues à la malabsorption, qui est engendrée par l'hyperméabilité, et pas seulement, donc vitamines, minéraux, antioxydants, acides aminés, extraits de plantes. Voilà, c'est une multi qui est très complète, qui est très importante dans cette phase pour réapporter les micronutriments qui auraient été défaillants dans les périodes précédentes où la personne aurait été infectée et aurait subi en fait une perte de micronutriments due à cette infection. Human Biota, c'est une formule probiotique assez intéressante dans cette phase-là. Pourquoi? Parce qu'elle apporte uniquement des souches d'origine humaine. C'est très concentré, 42 milliards. L'objectif ici, c'est vraiment d'aider à restaurer l'intégrité de la muqueuse, la fonction de la barrière de l'intestin et à réensemencer sur de plus longues périodes la microflore. La caractéristique des souches humaines, une des caractéristiques des souches humaines, c'est d'avoir un temps de passage plus important que des souches laitières ou végétales, d'où l'intérêt de cette formule dans cette phase de déparasitage. Et puis la phase, le dernier produit qui est au cœur de cette phase de régénération, c'est le nouveau produit de New Roots qui s'appelle GI Permea Forte, que je vais vous montrer rapidement ici, avec de la L-glutamine, la pectine de pomme, la NAG, N-acétylglucosamine, du zinc L-carnosine, mais aussi de la réglisse, le gingembre, de l'orme rouge, de la boswellie, du curcuma, de la quercétine ou encore de la guimauve. Donc voilà une formule très exclusive, très originale que vous ne trouverez nulle part ailleurs, complète pour soutenir les bases fonctionnelles et structurelles de la santé digestive. Un dernier clin d'œil, et ça j'y tenais, c'est sur un produit qui s'appelle Metal Detox. Pourquoi? Parce que quand on déparasite, je vous l'ai dit, il y a clairement la présence de métaux lourds qui vont être relargués, remis en circulation et que le corps va devoir gérer. Et pour gérer ces métaux lourds et ces toxines des parasites, il faut que le foie, et notamment la phase intermédiaire du foie, soit en grande santé et que le glutathion soit présent au maximum. Et cette formule n'est ni plus ni moins qu'une formule antioxydante pour soutenir la régénération et la production endogène du glutathion avec la vitamine C, le NAC et l'acide alpha-lipoïque qui sont des antioxydants synergiques pour optimiser la présence de glutathion dans le corps. Donc voilà, je vous invite à ne pas oublier cette formule qui est quand même assez intéressante en complément de ce que je viens de vous montrer dans ce protocole de déparasitage, où on voit ici à nouveau les différentes posologies auxquelles vous pourrez vous référer. Voilà,
ça c'est pour vos recherches futures et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Vous trouverez tous ces produits évidemment chez Simplicure. Leurs fiches techniques qui sont très détaillées chez New Roots sont aussi à votre disposition et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Un tout grand merci à vous, Guillaume, pour cette présentation hyper claire et détaillée. C'est très chouette parce que vous nous avez présenté de très bons produits, effectivement, qui sont disponibles sur Simplicure. Donc, je vais en profiter pour présenter rapidement la plateforme avant de revenir à toutes les questions que vous nous avez posées. Donc, si vous en avez encore, partagez-les dans la discussion et on va revenir dessus d'ici quelques minutes. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Simplicure, c'est une plateforme qui va regrouper différents laboratoires pour vous permettre à vous, praticiens de la santé, de pouvoir recommander vos compléments alimentaires en un seul et même endroit. Donc, pour vous, on a actuellement plus de 35 laboratoires avec plus de 2000 produits. Donc, autant dire qu'il y a pour tous les goûts et qu'on peut vraiment trouver tout ce qui pourrait être nécessaire pour accompagner nos clients, nos patients. Alors, le gros avantage pour vous, ça va être d'avoir accès à toute cette plateforme de compléments alimentaires, de pouvoir aussi retrouver, comme ce webinaire aujourd'hui, un tas d'autres webinaires qui vous permettent d'être constamment dans la formation continue et d'accéder à tous ces outils intéressants. Et pour vos patients, pour vos clients, ça va être la facilité de pouvoir suivre les recommandations que vous mettez en place en commandant en un seul lien, en recevant un seul colis, et donc d'avoir une compliance bien meilleure. Je vais vous partager rapidement mon écran pour vous présenter comment ça se passe sur la plateforme. Donc, quand vous vous inscrivez, rien de plus simple, c'est juste votre adresse mail et choisir un mot de passe. Vous arrivez à cet accueil. Ici, vous avez l'académie. Vous allez pouvoir retrouver tous les webinaires et les présentations de nos intervenants. Donc, vous allez accéder à celle d'aujourd'hui dès cet après-midi. Et puis, vous allez pouvoir créer une recommandation. Donc ici, vous mettez les coordonnées de votre client, de votre patient pour qu'il reçoive sa recommandation. Et puis, vous allez pouvoir ajouter les différents produits que vous souhaitez lui proposer. Évidemment, il y a des filtres qui sont mis à votre disposition. Donc, vous pouvez choisir par marque, par type de produit, par ingrédients que vous souhaitiez trouver dans le produit ou en excluant certains additifs. Donc aujourd'hui, on parlait des produits New Roots. Vous pouvez sélectionner. Choisir le produit dont vous avez besoin. On parlait du psyllium. Vous l'ajoutez à votre recommandation. Vous spécifiez la posologie que vous souhaitez que votre patient suive. Et puis, vous enregistrez et vous envoyez directement la recommandation à votre patient. Donc, rien de plus simple. Alors, je vous repartage la présentation. Et je vais revenir du coup sur nos questions-réponses. Juste aussi, petite information, on a 2 autres webinaires qui sont super intéressants la semaine prochaine avec le docteur Laurent Fogel et sur le sujet de la ménopause et des différentes formes de ménopause qu'on peut vivre. Donc, si vous souhaitez vous inscrire, c'est encore possible via la plateforme. Alors, si on revient à nos questions-réponses, Guillaume, est-ce que vous êtes prêt? Bien sûr, bien sûr. J'ai déjà commencé un petit peu à scroller, comme on dit, là, à droite. Oui. Puis d'ailleurs, je vais commencer. Allez, je vais un peu plus vite que la musique. J'ai vu déjà un commentaire de Jacques que je trouve tout à fait pertinent, hein, qui explique l'importance en fait de corriger l'équilibre immunométabolique qu'il appelle du corps et qui met en garde hein, de ne pas donner un vermifuge sans corriger cet équilibre-là qui ferait alors du symptomatisme pur qui me dit je suis tout à fait d'accord Jacques, j'en conviens tout à fait. Par contre, là où on pourrait en discuter, c'est voilà, l'assertion comme quoi un système immunitaire sain n'a pas de parasites. On a discuté aujourd'hui et on voit bien que en fait, c'est sans doute un peu plus complexe que ça. La parasitose saine semble une réalité. D'accord. Voilà.
Ok, bah, merci déjà, réponse très intéressante. Est-ce que vous souhaitez lire vous-même les questions ou vous souhaitez que je vous les lise? Non, mais allons-y comme ça ensemble là. Vous avez sans doute fait un bon travail, donc je vais vous laisser. On va profiter de votre présence et puis de votre Ok, soutien. super. Merci. Est-ce que tout d'abord le fluvermal est efficace contre les parasites? Le flux vermal, c'est surtout pour les petits vers, les oxyrioses, donc les helminthes. C'est des choses de ce que j'en sais sont prises en traitement unique, simple, c'est une seule dose. Et ça, c'est des choses qu'il est plus judicieux de demander l'avis à son médecin ou son pharmacien. Mais D'accord, oui, ce sont des choses classiques qu'on rencontre pour les oxyrioses, par exemple. c'est simple. Donc ça ne va pas travailler sur tous les parasites. Non. Ok, Mais ça fait partie de certains protocoles antiparasitaires assez lourds, assez longs, que j'ai pu voir dans mes recherches pour cette présentation, notamment des travaux de docteurs américains qui proposent vraiment l'accompagnement de cas très chroniques, très lourds, avec l'association en fait justement de plusieurs types d'antiparasitaires, dont le fluvermal. Voilà, ça peut peut-être éclairer une lanterne. Rapidement, je vois qu'il y avait une personne qui voulait savoir si c'était Pili ou Billy ou non, c'est oui, Pili, P-I-L-L-Y. oui, super. Ça a fait rire l'allusion au film d'horreur. Ok. Vous avez bien parlé de l'équilibre, de se dire bah, que les parasites peuvent avoir une utilité. Du coup, quel est le juste milieu pour se dire bah, il y en a certains qu'il faut éliminer et il y en a d'autres qu'il faut garder? Est-ce que c'est intéressant de se dire qu'on ferait un traitement antiparasite chaque année? Alors, c'est vrai que en travaillant là-dessus, avec le temps, et puis avec ce qu'on a pu voir aussi ensemble hein, de la littérature, qui montre bien que certains organismes qui peuvent être pathogènes dans certaines situations, en fait, à l'inverse, aident aux régulations immunométaboliques. Donc c'est ayant ça en tête, je crois qu'il faut raison garder euh, et tenter de maintenir une certaine approche de bon sens en identifiant évidemment les signes que le corps peut présenter, à quel point ces signes-là et ces troubles de la santé peuvent handicaper la personne, à quel point ils seraient potentiellement reliés à un parasite, et donc évaluer euh, et de justifier un protocole de ce type-là antiparasitaire. Moi, je crois qu'une personne qui est en santé, qui n'a que quelques troubles passagers ou ponctuels, qui ne sont que très peu symptomatiques, je crois qu'il faut laisser la nature faire, soutenir la vitalité du corps avec tous les outils naturopathiques qu'on connaît, et ne pas s'engager dans de tels protocoles. Par contre, quand les signes deviennent assez clairs, quand les résultats de tests sont flagrants, là, je crois qu'il faut pas non plus, voilà, il faut y aller. Il C'est faut ça. pas non plus se poser trop de questions. Oui, donc c'est un juste équilibre entre la symptomatologie et le résultat des tests qu'on va avoir qui vont nous confirmer que c'est nécessaire. Je crois, oui. Et puis aussi, tout simplement, garder à l'esprit l'avis du corps médical. Je rappelle qu'on est une de ces branches de la médecine intégrative qui se doit de garder à l'esprit les diagnostics et les prescriptions de euh, de nos, des médecins, en fait. Oui, tout à fait. Super, merci. Est-ce qu'il y aurait un conseil à donner pour les personnes qui seraient peut-être plus à risque, comme par exemple un contact régulier avec des animaux? Euh, Je crois que garder une hygiène raisonnée est important, mais c'est pareil à l'inverse. J'ai souvenir d'études qui montrent clairement que la présence d'animaux domestiques est un soutien évident à la santé de la microflore intestinale et à la santé mentale, pas seulement la microflore intestinale, mais la santé mentale aussi. Donc je crois que, et à nouveau,
dès que oui, il y a un dépassement du seuil de capacité de gestion, d'autogestion du corps, là oui, il faut soutenir, il faut agir. En deçà de ces seuils-là, je crois il faut rester naturel. Les D'accord. conseils, c'est oui, peut-être pas d'aller dans des bisous un peu trop évidents avec son chien, par exemple, ou je ne sais pas moi, des choses assez claires, assez nettes. C'est ça. Voilà, Comme vous l'avez dit, 2 raisons. voilà. Est-ce qu'il y a un lien qui peut être fait avec ce que nous avez présenté et la candidose? Est-ce que la candidose peut être aussi analysée dans la coproculture? Est-ce que les produits que vous nous avez présentés sont adaptés pour la candidose? La candidose est un tout autre sujet. Il existe chez New Roots des formules spécifiques aux problèmes de candidose. Cela ne veut pas dire que la candidose n'a pas de lien avec certains parasites. C'est évident dans la littérature que les co-infections sont monnaie courante, que ce soit bactéries parasites, virus bactéries, parasites, champignons parasites, champignons bactéries. Donc ce sont des co-infections qui existent et qui peuvent coexister. Donc je crois qu'il faut dans son approche en clinique clairement questionner les personnes pour connaître quels signes peuvent diriger vers un problème de candidose, quels signes s'en écartent, comment on peut bien distinguer l'une ou l'autre des causes. Mais oui, il peut y avoir des co-infections, comme on appelle. Oui, tout à fait. Mais ça reste 2 approches différentes. Ça reste deux protocoles qui sont un peu différents. Il y a des choses similaires. On retrouve le Proboulardi, par exemple, qui est excellent aussi dans le protocole de candidose. Par contre, les formules de phyto sont un peu différentes. Ok. On sait du coup qu'il y a un lien, qui peut avoir en tout cas un lien entre parasitose et maladie chronique. Dans ce cas-là, par quoi est-ce qu'on commence? Est-ce qu'on traite d'abord le système qui est impacté ou est-ce qu'on traite d'abord la parasitose? Ben, je crois qu'il faut, comme toujours, pour une personne qui cherche les conseils avisés d'un naturopathe, je crois qu'il faut répondre à ses besoins avant tout. Ses besoins primaires sont souvent d'avoir moins mal, de se sentir moins stressé. Donc je crois qu'il faut commencer avec le commencement, avec la base, même si ça reste parfois ponctuellement symptomatique comme approche. C'est une approche importante qui permet le respect du consultant, qui permet au consultant de comprendre qu'on est à l'écoute et qui permet aussi aux praticiens d'avoir le temps de mieux s'organiser et de mieux travailler en collaboration, notamment avec les médecins, pour avoir les tests adéquats pour clairement identifier les causes des problèmes et pouvoir accompagner ces personnes-là de manière raisonnable et raisonnée. Ou en complément de ce qui est fait avec le médecin, ou seul s'il y a rien d'autre, et si c'est voulu aussi par le consultant. Donc je crois que il faut aborder par exemple un diabète avec des choses qui travaillent clairement sur la régulation du sucre sanguin d'abord, et puis ensuite se poser la question d'où vient ce diabète. Quand on travaille en naturopathie, il y a évidemment l'hygiène de vie, les habitudes qui sont là. Mais si une fois qu'on a travaillé avec tout ça, que le diabète continue, que les choses sont encore là, et c'est là où on va aller chercher d'autres causes potentielles de ces troubles, éventuellement des parasites. D'accord, oui, donc D'accord. commencer d'abord par soulager la personne en face de nous. Exactement. Ok. Par rapport aux produits que vous avez présentés, est-ce qu'ils sont adaptés aux enfants et si oui, à partir de quel âge? Alors, ils sont adaptés aux enfants. La recommandation qui est toujours de mise et très importante, c'est de respecter les allégations et les conseils d'utilisation sur les étiquettes des produits, évidemment. La plupart du temps, donc, il n'y a pas de contre-indication pour les enfants. Ce que j'invite très fortement, et même systématiquement, c'est en fait de faire en sorte que la posologie utilisée pour ces enfants respecte
un classique en posologie qui est de réduire au pourcentage par rapport au poids, tout simplement. Donc, un exemple, si une posologie est de 6 capsules pour un adulte de 60 kg, pour un enfant de 20 kg, elle sera de 2 capsules, tout simplement. Oui, c'est ça. Une question de proportion. Exactement. Oui, ok. Est-ce que l'ultra purifiant joue aussi sur la détox de la lymphe? Oui, de mémoire, il y a un certain nombre d'actifs là-dedans. Je vais reprendre ma diapo avec les... L'oseille crépue, le clou de girofle. Oui, le plantain. Le plantain est connu pour aider à soutenir la qualité de la lymphe. Donc, oui, ainsi que la barbe de maïs, puisque c'est aussi un décongestionnant intéressant qui aide à la pression sanguine, qui aide aussi à une meilleure circulation et aussi à la lymphe. Donc, oui, effectivement. Okay, super. Est-ce que la souche Boulardie est OK à partir du moment où on souffre aussi de SIBO? Le SIBO, oui. Le SIBO, qui, je vous le rappelle, est dans 60-70% des cas une cause première de syndrome du côlon irritable, qui est soigné différemment que le SIBO en tant que tel. Donc, quand on est naturopathe, il faut toujours aborder le syndrome du côlon irritable avec cette idée en tête que derrière, il y a une forte probabilité que l'origine vient d'un SIBO. Et la SIBO en naturopathie, en tout cas de ce qui est fait par exemple par les docteurs en naturopathie canadiens, c'est assez radical. C'est tout simplement une antibiothérapie directe, donc qui est aussi accompagnée par des probiotiques. Une des formules chez New Roots pour accompagner l'antibiothérapie, c'est une formule qui s'appelle Pro-urgence, donc à 50 milliards. Pour répondre à la question, Pro-Boulardie serait intéressant pour le SIBO, puisqu'il est un anti-infectieux bien connu, mais j'invite quand même pour travailler le SIBO à se rapprocher d'un groupe de santé intégrative pour justement bénéficier peut-être d'un protocole antibiotique Oui, tout à fait. que l'on va accompagner. Oui, c'est ça, avoir une approche complète et professionnelle. Est-ce que le métadétox est plutôt à prendre en amont ou après la cure de parasitose, contre la parasitose? Elle est plutôt à prendre au cours de la cure qui est présentée, à partir de la phase 2 en fait. À partir du moment où véritablement les principes actifs de phytothérapie sont pris, où il y a un réel besoin de soutien de la production endogène de glutathion, ça va être pris en même temps, donc en phase 2. D'accord, super. Vous avez parlé de coproculture. Est-ce qu'il y a d'autres tests ou d'autres analyses qui peuvent être faites pour mettre en évidence les parasites? Comme je l'ai mentionné, il y a un certain nombre de tests qui sont faits par le corps médical. Il y a la coproculture, il y a les tests de sang, les tests PCR qui sont des tests aussi à partir des coprocultures, qui là vont vraiment identifier le génome des parasites, des individus qui sont identifiés dans les selles. Il y a évidemment en immunologie un certain nombre de critères d'anticorps qui vont être identifiés. Je ne les connais pas précisément chacun, mais ça va être des éléments qui vont être recherchés par les médecins, donc certains anticorps dans l'analyse de sang. Donc oui, et dans les tests dans certains laboratoires privés, effectivement, ils demandent le test de sang séché, donc les petites gouttelettes de sang qu'on appose sur des petites cartes, buvards, cartons. Et là, ils vont rechercher effectivement un certain nombre d'anticorps. J'ai parlé dans ce diaporama aussi de tests d'expression vaginale, parfois d'urine aussi.
certains parasites aussi, certaines toxines et sous-produits de parasites se retrouvent dans les urines. Donc, ça peut faire partie de certains tests. Donc, il y a quand même des batteries que je ne connais pas dans le détail, à nouveau. Je ne veux pas passer pour quelqu'un qui est un spécialiste des parasites, bien au-delà. Mais voilà, c'est quelque chose qui seront retrouvés dans les tests possibles que font les médecins. C'est ça. Est-ce que vous savez du coup quel taux, si vous avez une idée, quel taux d'éosinophilie peut nous laisser suspecter une infection de parasites? Ben, dès que c'est au-delà de 3%, 4, 5, 6, même 10, ça peut être, voilà, c'est des valeurs qui invitent le praticien et sans doute le médecin. Après, les valeurs limites, à nouveau, je ne connais pas la réponse, je ne peux pas vous répondre. J'aurais dû effectivement avoir un œil là-dessus, éosinophile. Mais on sait que du coup, à partir de 3%, on peut déjà se Voilà. poser la question. Voilà, des valeurs qui sont au-delà du seuil critique santé dans les analyses sanguines est un signe pour le médecin. C'est ça. Est-ce que avoir un traitement comme vous l'avez proposé peut aussi aider en cas de chlamydia pulmonaire récidivante? Oui. Oui, Évidemment. Ok. Il me semble que nous avons fait le tour de toutes les questions. Peut-être une dernière. Est-ce que le poids peut être un signe de contamination de parasites? Oui. Oui, en fait, c'est compliqué. Comme je vous le montrais, les tableaux sont très compliqués. Il y a certaines personnes qui vont perdre du poids, d'autres qui vont être affectées dans leur fonctionnement métabolique et donc, à l'inverse, vont prendre du poids de fait de certains parasites. Donc en fait, d'un côté ou de l'autre, en termes de problèmes de poids, de composition corporelle, et il y aura effectivement, si ces tests révèlent la présence potentielle de certains parasites et surtout des seuils dépassés de certains parasites qui font suspecter une parasitose qui peuvent être à l'origine de tous ces troubles dont on a parlé, alors oui. Ok, super, merci. C'est très très clair. Il me semble qu'on a fait le tour des questions. Oui. Oui, je regardais un petit peu. D'accord. Juste quelques commentaires que je prends au passage et que je trouve très intéressants. Peut-être on peut terminer là-dessus si vous voulez, Oui, tout à fait. Flavius. Alors Jacques qui revient à la charge. Merci Jacques de partager vos remarques. Antibiotiques et SIBO, c'est une approche pasteurienne dépassée et simple à soigner par la nutrition immunométabolique. Merci pour Jacques qui est médecin immunologue en passant. Merci pour cet échange. Oui, effectivement, et je crois que les approches du SIBO sont assez diversifiées. Je mentionnais certaines pratiques de confrères docteurs en naturopathie canadiens qui utilisent des protocoles qui sont quand même partagés, mais qui ne sont pas restrictifs à la simple antibiothérapie. Il faut bien mettre en perspective ce que j'ai dit et comprendre que ces protocoles-là sont aussi accompagnés de bien des outils de la nutrition, que vous appelez nutrition immunométabolique, voire de principes antibiotiques naturels. Je pense notamment au noyer, je pense à l'origan dont on a parlé. Donc voilà, si peut-être effectivement la remarque était peut-être un petit peu restrictive, et je vous remercie Jacques de permettre qu'on élargisse la réflexion et le propos. Merci. Merci à vous. Alors merci. Peut-être parce que là, ça n'arrête pas de Oui, c'est ça. venir Je les trouve que ça questions, mais n'arrête je crois que jamais et peut-être. qu'on a déjà dépassé le temps de plusieurs minutes. D'accord. Donc, je vous remercie pour tous ces partages hyper intéressants. Toutes les informations seront disponibles sur l'Académie, donc vous pourrez revoir, réécouter ces différents propos qui, à mon avis, méritent d'être voilà, réécoutés. Je vous remets
La petite information, si vous souhaitez vous inscrire sur Simplicure, si ce n'est pas déjà fait, un de mes collègues prendra contact avec vous pour vous présenter de façon plus précise la plateforme. Guillaume, encore un tout grand merci. Bon Merci. après-midi à vous et bon après-midi à tout le monde. Merci Flavius, merci.